Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes de retour pour la deuxième partie et dernière partie de Toujours debout en compagnie de Stéphanie Laté-Abdellah. Elle est historienne et anthropologue du politique, directrice de recherche au CNRS. Elle est également l'auteure de La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, publiée aux éditions Bayard. Ensemble, nous discuterons de la situation en Cisjordanie occupée où la violence de l'armée israélienne et des colons s'accentue contre les Palestiniens depuis le 7 octobre. Selon le ministre palestinien de la Santé, près de 240 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons depuis le 7 octobre. La colère enfle en Cisjordanie. Des experts comparent ce territoire occupé à un chaudron qui risque d'exploser. Doit-on craindre l'ouverture d'un deuxième front en Cisjordanie? C'est la question qui se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. Hier encore, de jeunes enfants ont été tués par des soldats dans le camp de Jenin où l'armée israélienne y multiplie les incursions. Bonsoir Stéphanie Laté-Abdellah. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement vu passer ces terribles images de vidéosurveillance où l'on voit 2 enfants tués par les balles de l'armée israélienne à Jenin. Ces morts s'ajoutent aux 240 Palestiniens de Cisjordanie occupés, abattus par des soldats ou des colons depuis le 7 octobre. Les violences en Cisjordanie, ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation dans ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu? Quelle est l'ampleur de la colonisation et les conséquences au quotidien pour les Palestiniens? En effet, depuis les accords d'Oslo, donc dans les années 90, la colonisation, le nombre de colons a été multiplié par 3. Donc on arrive aujourd'hui à 500 000 colons en Cisjordanie et 200 000 à Jérusalem-Est. Avec, il faut le dire, quand même différentes catégories de colons et de colonies. Je pense que c'est important à rappeler. Donc on a ces colons nationalistes religieux qui sont ceux qui sont extrêmement agressifs et qui conduisent des attaques de plus en plus régulières et de plus en plus violentes, pas seulement depuis le 7 octobre, mais encore plus depuis le 7 octobre. On en avait à peu près 3 par jour, on en a 7 depuis le 7 octobre, donc c'est extrêmement violent, et je reviendrai sur ce point, mais on a aussi des colons d'un autre type, c'est-à-dire classe moyenne, qui se sont installés parce que les loyers sont moins chers dans les colonies, puisqu'il y a des subventions de l'État, et qui n'ont même pas vraiment conscience de vivre en territoire occupé pour une partie d'entre eux. On a aussi des colonies industrielles, des colonies agricoles, donc qui sont implantées. Et donc, en fait, il y a aussi des acteurs privés de ces entreprises, de ces colonies agricoles, qui sont des acteurs de la colonisation. Donc, ce qui explique où il y a des produits qui sont faits à moindre coût, etc. Donc, ce qui explique aussi l'emprise de cette colonisation, qui ne fait que s'accroître avec une perspective d'annexion, qui était celle qui était annoncée par les ministres suprémacistes juifs Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Donc c'était clairement annoncé, et donc voilà, la situation est celle-ci, multiplication des violences de colons pour plusieurs raisons. Donc déjà depuis un moment, puisqu'il y a cette idée que justement maintenant qu'ils ont des ministres qui appartiennent exactement au même milieu, je parle des colons très extrémistes, du coup il y a une sorte de blanc-seing, de possibilité d'agir de quelconque manière. Depuis le 7 octobre, distribution d'armes par ce même ministre Ben-Gvir, si tant est qu'ils avaient besoin d'être armés, parce qu'il l'était déjà. Donc ça aussi, ça rajoute à cette violence. Et en plus, cette idée qu'ont certains que ça y est, ils vont pouvoir réaliser cette fameuse Nakba, cette fameuse éviction des Palestiniens qui ne souhaiteraient pas se soumettre à l'ordre colonial, en gros. Et donc là, ils attaquent particulièrement les populations bédouines qui sont dans des zones plus isolées, forcément, avec du bétail, etc., et qui peuvent moins se défendre, si on peut dire, puisqu'ils sont isolés, dans l'idée de récupérer des terres et aussi du bétail. Il y a du vol, en fait, aussi, de bétail. On a vu aussi beaucoup d'attaques sur... vous savez, c'était la saison de la collecte des olives en ce moment. Et donc, grande difficulté pour les agriculteurs d'aller collecter leurs olives à certains endroits parce que attaque de colons, mais aussi vol d'olives, etc. Donc, et avec vraiment on a vu des petites affiches qui étaient distribuées dans certains villages en disant partez, ou sinon voilà, c'est le moment de cette fameuse Nakba. Donc il y a ça. Il faut dire aussi qu'il y a une sorte de connivence de plus en plus aiguë
entre l'armée et les colons, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir des colons dans tout l'appareil colonial, mais c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle l'administration civile, qui est en fait une administration militaire qui gère les questions civiles relatives aux Palestiniens, a été complètement envahie maintenant, on peut dire, par les colons qui en font le personnel principal. Les colons aussi sont beaucoup dans les unités qui servent en Cisjordanie. Il y a même une unité qui s'appelle l'unité de la frontière du désert, qui a été créée il y a quelques années, qui est vraiment une unité qui est là pour, rééduquer, réhabiliter, entre guillemets, ceux qu'on appelle les jeunes des collines, qui sont ces colons extrêmement violents, qui sont dans des colonies dites illégales, bon, sachant que toutes les colonies sont illégales, mais enfin dans ce qu'on appelle les outposts, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par l'État, et qui sont des colons, des jeunes colons très très agressifs, et qui ont donc cette unité qui du coup se charge de ces zones désertiques, du désert de Jérusalem, du désert de Cisjordanie, et où se trouvent beaucoup de ces populations bédouines, et qui eux sont vraiment dans une démarche extrêmement violente en fait. Dans un entretien accordé à France Info, vous rappelez effectivement que les attaques de colons se sont multipliées depuis 1 ou 2 ans, alors que les périodes de confinement durant la pandémie de Covid-19 ont permis une colonisation accrue. Vous parlez davantage d'une accélération de ce processus depuis le 7 octobre. Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On voit juste que ce qui s'est passé le 7 octobre, donc il y a à la fois tout ce discours de la vengeance de la part des colons, et puis il y a cette possibilité de dire bon bah voilà, finissons-en en tout cas avec les Palestiniens, ou allons au bout de ce processus. C'est vrai qu'on se souvient qu'en février déjà. En février dernier, une centaine de blessés, près de 80 maisons palestiniennes avaient été incendiées par des colons. Il y a eu aussi des raids à Jenin et à Naplouse. Donc c'est une situation qui précède le 7 octobre, mais qui grandit et qui a le blanc-seing du gouvernement. Comme tout à fait. Là, on assiste depuis quelques années à des phénomènes qui ont été d'ailleurs qualifiés par des Israéliens de pogrom. Moi, j'étais en juin en Cisjordanie, et il y avait eu cette attaque contre la ville de Turmus Aïya, où il y avait eu, ils avaient brûlé la ville, des champs. Donc les attaques sur les champs sont vraiment très très fréquentes en fait. Brûler les récoltes, couper les oliviers, etc. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais là on sent vraiment cette espèce de violence débridée sans plus aucun garde-fou en fait. Les diplomaties européennes et américaines ont d'ailleurs condamné à plusieurs reprises la recrudescence des attaques des colons et des soldats contre les civils palestiniens depuis 7 octobre. Mais Israël n'en a que faire. Le gouvernement a débloqué 105 millions de dollars supplémentaires en faveur des colonies de Cisjordanie. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est déclaré consterné d'apprendre qu'en pleine guerre, Israël a accordé de nouveaux fonds à la construction de nouvelles colonies illégales, alors qu'elles sont toutes illégales. Il a ajouté « La colonisation constitue une grave violence des droits internationaux de l'homme ». Est-ce qu'Israël n'est pas en train de perdre ses précieux alliés occidentaux ? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que la communauté internationale peut-être finit par se dire que la solution qui avait été envisagée jusque-là, qui était maintenir un conflit dit à basse intensité tout en évitant toute négociation politique, donc ça c'est la solution de Sharon et de Netanyahou depuis 20 ans, ne fonctionne pas, puisque ce conflit n'est pas maintenu à basse intensité, tel qu'on le voit, et que au final, cette annexion de la Cisjordanie ne passera pas. Si on se rappelle les objectifs politiques qu'avait fixé le Hamas à l'attaque qui l'a conduit, puisqu'il avait derrière cette attaque d'une violence inouïe, certes, mais il avait affiché des objectifs politiques. Et ces objectifs politiques étaient notamment que la Cisjordanie ne soit pas annexée. Donc ça fait partie des objectifs politiques. Donc tout ça pour dire que la stratégie, donc, qui est à la fois à maintenir ce conflit à basse intensité à partir de différents types de dispositifs qui ont été mis en place depuis la fin de la seconde intifada, donc en 2006, ont joué sur 2 choses. Déjà, la mise en place d'un certain nombre de checkpoints à la fois fixes et volants en Cisjordanie, à peu près 600, qui peuvent être mobilisés en fonction de la situation, qui constituent des sortes de cellules territoriales, c'est un mot qui est employé par l'armée, qui permet d'ouvrir et de fermer de petites zones en cas de
de conflit. Et par ailleurs, renouvellement des incarcérations massives et système de permis. Les deux permettant de gérer, en fait, les mobilités des Palestiniens dans un espace sans frontières, puisqu'un espace où il n'y a pas de frontière entre Israël et la Cisjordanie. Donc du coup, une sorte de gestion du risque par l'incarcération d'un côté et les arrestations, et par ce régime de permis qui fait qu'on vous octroie un permis pour... il y a 101 types de permis différents pour circuler, pour aller à Jérusalem, pour se rendre à Gaza, pour voyager en Jordanie. Enfin, il y a différents types de permis selon que vous allez à Jérusalem pour prier à la mosquée Al-Aqsa, selon que vous allez pour des questions de santé, etc. Donc il y a cette gestion qui avait été pensée, avec cette idée aussi de normaliser avec les pays arabes, de continuer le processus. Voilà, qui est la Jordanie et l'Égypte ayant signé la paix depuis longtemps maintenant. Et donc, avec ces fameux accords d'Abraham, etc., et cette idée que, comme ça, les Palestiniens seraient contournés, finalement, et la question palestinienne serait contournée. Sachant que l'Arabie Saoudite, qui était proche de signer, aurait été vraiment... pour le coup, ça aurait vraiment été très, très dommageable pour cette question palestinienne, puisqu'en plus, l'Arabie Saoudite est un gros financeur de l'autorité palestinienne. Donc, l'Arabie Saoudite aurait été à même aussi de faire pression pour que cette autorité accepte un peu les termes de là où on pouvait en être sur la question palestinienne, et ils n'avaient pas décidé de mettre beaucoup de conditions à leur signature. Au début, ils ont dit oui, reconnaissance d'un État palestinien, etc., mais ils ont vite un peu abandonné ça. Et donc, on se rend compte, et je pense que la communauté internationale finit par se rendre compte, les Américains se rendent compte, bon, ils le savent, mais enfin, on a eu la période Trump, il faut se souvenir, qui lui était tout à fait favorable à cette annexion, etc. Donc, cette nouvelle administration se rend compte qu'elle ne pourra pas faire l'économie de cette question palestinienne. Je pense qu'ils s'en rendent compte. Après, on ne peut pas dire que pour le moment, ils soient extrêmement actifs sur le sujet. Le président Macron répète deux États, tout le monde répète un peu comme des mantras, deux États, mais enfin la question c'est pas tellement de le répéter et de faire des annonces politiques et d'être sur la dimension langagière et performative du langage politique, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour opérationnaliser ce fameux droit international et donc cette question des deux États comme base, je pense, avant de peut-être arriver à d'autres mécanismes d'États binationaux ou autres, après quelques années où une confiance aura pu être rétablie, etc. Je ne pense pas qu'il soit tout à fait envisageable d'aller directement sur ce type de solution. En tout cas, bon, après, c'est aux personnes concernées. Cet horizon semble compliqué quand même depuis le 7 octobre. Oui, enfin, c'est-à-dire un horizon politique ? Oui. L'horizon de la création de deux États qui coexisteraient, cohabiteraient. Je ne sais pas si elle est plus compliquée que précédemment, au final. Parce que là, comme je vous dis, on était parti pour complètement oublier la question palestinienne. Donc là... Finalement, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe maintenant avec la guerre à Gaza, avec toutes les tragédies que ça implique, a replacé cette question palestinienne au centre du débat. Donc, je dirais que c'est pas plus éloigné qu'avant le 7 octobre. Voilà. 240 civils palestiniens tués en Cisjordanie depuis 7 octobre, quand d'autres subissent humiliation et torture, accélération de la colonisation et soutien financier du gouvernement. Est-ce que ces actes ne sont pas des déclarations de guerre ? Est-ce que Israël n'est pas déjà en guerre en Cisjordanie ? Écoutez, en Cisjordanie, on a une situation coloniale avec des moments de conflictualité plus aigus. Voilà. Et en fait, depuis déjà 2-3 ans, on est dans une montée de la conflictualité. C'est-à-dire ça, on peut le voir à plusieurs niveaux. Effectivement, le nombre de morts, de Palestiniens tués par l'armée. Et là, pour le coup, on était au début de l'année, jusqu'au 7 octobre, autour de 200 personnes. Et là, il y a 240 personnes de plus. Donc, on était déjà dans une conflictualité qui était importante. On le voit aussi
au nombre d'arrestations et notamment de détenus administratifs. Ça, c'est vraiment une indication très forte de l'état de conflictualité. Et là, on arrive à 30% de détenus administratifs. On est monté graduellement, 20%, 30%. Quand vous dites détenus administratifs, c'est qu'ils n'ont jamais été entendus par un juge. Oui, voilà, c'est des détenus qui sont donc détenus parce qu'ils présenteraient un danger pour la sécurité, mais qui ne savent pas quelles charges sont retenues contre eux, de même que leurs avocats non plus n'ont pas connaissance de ces charges. Et donc c'est une catégorie qui peut être prolongée pour 3 mois, par 3 mois, 6 mois, pendant des périodes qui ne sont pas fixées, qui peuvent être très très longues. Ces derniers temps, on est plutôt sur de l'ordre de 3 ans. Mais par exemple, au début de l'occupation, dans les années 70, il y avait des gens qui restaient une vingtaine d'années, en fait, en détention administrative. Donc, quand on voit le taux de détention administrative, on voit le taux de conflictualité, en fait, on le comprend. Après, il faut savoir que depuis 1 an ou 2, il y a des brigades qui ont été créées aussi en Cisjordanie, qui n'existaient pas précédemment. Donc, brigade de Jénine, repère des Lions, brigade de Balata. C'est quoi leur mission à ces brigades ? Alors, ce sont des jeunes combattants qui, alors, la brigade de Jénine a été fondée au début par les proches du djihad islamique et ensuite d'autres parties, branches militaires s'y sont mêlées, notamment celle du Hamas et celle du Fatah. La brigade de Balata est plutôt, au début, vient plutôt de jeunes qui sont liés au Fatah. Et le repère des Lions est un mélange de ces trois factions. Mais en même temps, ils sont pas, ils bénéficient de l'aide, du soutien financier ou autre de ces partis, mais ils ont une certaine indépendance en fait d'action et ils sont vraiment créés à l'initiative de ces jeunes. C'est un peu une prise en main par la jeunesse de la lutte armée, si on peut dire, et qui constituent ces brigades un peu comme des groupes de pairs et très localisés. Balata, à Naplouse, il y en à Tulkarem, il y en a partout, et donc c'est des groupes très localisés, mais qui travaillent aussi en réseau et qui se sont lancés en fait dans une défense ou dans une lutte en fait contre ce processus colonial. Donc ça a effectivement contribué aussi à rajouter de la conflictualité, bien sûr. Après, il faut savoir que les Palestiniens de Cisjordanie, que ce soit les Bédouins, les gens qui vivent dans les villages ou dans des petites villes, je dis ça parce qu'ils sont plus sujets aux attaques de colons que ceux qui sont dans des grandes villes. Les colons ne rentrent pas dans une ville comme Naplouse ou comme Ramallah. Bon, évidemment, c'est différent à Hébron, puisqu'à Hébron, ils sont dans le centre-ville. Mais ces populations qui vivent donc dans des villages ou des petites villes sont extrêmement vulnérables, en fait. Parce que quand vous êtes attaqué par les colons, l'armée en général est là, n'intervient pas vis-à-vis des colons, voire participe avec les colons. Et du coup, qui les défend, en fait ? Eh bien, personne, en fait. Même certains qui auraient des armes, ils n'ont pas le droit au port d'armes, mais certains qui auraient des armes ne vont pas les sortir parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont se faire complètement tous tirer dessus, parce qu'ils sont déjà tirés dessus sans les sortir. Donc il y a cette question aussi que petit à petit, on voit qu'en Cisjordanie, par rapport à une période précédente, il y a un peu un réarmement des esprits, en fait, dans cette idée qu'on est assiégé dans des espaces fermés, des micro-zones, et que dans ces micro-zones, il y a une sorte de vulnérabilité qui fait que les gens se demandent mais qui va nous défendre, en fait, sachant que la police palestinienne et les services palestiniens ne les défendent pas. Parce que là, ce serait guerre ouverte, en fait. Donc c'est une guerre implicite qui se joue en ce moment en Cisjordanie. Une guerre implicite, c'est-à-dire ? Justement, parce que vous parliez de ces services, de ces policiers qui ne viennent pas en protection de ces populations qui sont assiégées. Donc si les soldats et les colons commencent à massacrer les Palestiniens de Cisjordanie qui sont sans défense, ça reste une guerre, mais asymétrique. Complètement. Alors, c'est vrai qu'au départ, ils s'attaquent surtout aux biens et aux terres, en fait, beaucoup. Et puis, effectivement, il y a des morts, ils tuent aussi des gens. Mais je veux dire, au départ, jusque-là, la première action, c'est pas d'aller
tuer, bien que là, on avance de plus en plus vers ça, d'aller tuer ou d'aller humilier. On a vu beaucoup de modes de torture qui étaient appliqués, etc. Donc, mais au départ, c'est vraiment une manière, en fait, de tuer les modes de vie, en fait, la capacité à vivre la terre, de brûler les maisons, etc., pour que les gens n'aient plus de quoi rester, ne veuillent pas rester et partent. En fait, pour les contraindre à l'exil, en fait. Mais effectivement, à chaque fois, il y a des morts. Et puis là, on a bien vu ces jeunes garçons, extrêmement jeunes, pour le coup, tués par l'armée. Donc, voilà. Stéphanie Latabiela, vous êtes l'auteur de la toile carcérale, je disais, une histoire de l'enfermement en Palestine. J'aimerais qu'on parle des conditions de détention des prisonniers palestiniens. Depuis le 7 octobre, Israël n'aurait plus de ligne rouge dans le mauvais traitement qu'ils infligent aux prisonniers palestiniens et notamment aux femmes. C'est ce que soutient une organisation de défense des détenus palestiniens. Les Palestiniens libérés dans le cadre donc, de cet accord de trêve entre le Hamas et Israël évoquent de nombreux exemples de mauvais traitements, de la torture, ayant parfois entraîné la mort dans les geôles israéliennes. Est-ce que c'est une situation si inédite ? Non, c'est un retour, on va dire. Un retour. Oui, enfin bon, écoutez, en termes de violence en détention, ce qu'on peut dire, c'est que les violences en général, en tout cas dans les périodes plus récentes, sont surtout exercées au moment des arrestations et au moment des interrogatoires. En fait, c'est là où il y a vraiment violence et forme de torture. Il y a eu une décision de la Cour suprême israélienne en 1999 qui a condamné les pressions physiques, c'était le mot... c'est-à-dire torture, et du coup qui les a limitées. Ça ne veut pas dire que ça les a complètement empêchées, mais fortement limitées, puisqu'elles avaient été, par contre, auparavant encouragées par le rapport Landau en 1987, qui disait qu'on pouvait tout à fait faire usage de pression physique, etc. Donc, du coup, il y a eu cette limitation, donc il y a eu beaucoup plus des pressions psychologiques qui étaient exercées sur les personnes au moment des interrogatoires. Là, ce qu'on voit, c'est à la fois, je pense, un accroissement en fait de ces violences lors des interrogatoires par rapport aux périodes récentes, mais pas par rapport au départ. Parce qu'au départ, entre 67 et 99, les violences étaient extrêmement violentes, extrêmement fortes en fait, et la torture était extrêmement pratiquée en fait. Donc, on n'est pas du tout revenu à ce taux-là, parce que c'était vraiment... c'était vraiment massif. Là, on n'en est pas là, mais on voit bien un accroissement. Et effectivement, il y a eu 6 personnes qui sont décédées depuis 7 octobre, donc 2 dans ce contexte d'interrogatoire extrêmement violent. Les 4 autres, c'est pas très clair, c'est pas forcément complètement lié à ça. Après, ce qui se passe, c'est que depuis avant le 7 octobre, depuis que Ben Gvir est devenu ministre de la Sécurité intérieure, il y a eu une sorte de restriction appliquée aux prisonniers et aux prisonnières. Restriction dans interdiction, limitation des visites, des familles, des avocats, limitation des biens donc qui peuvent être achetés en prison, limitation des douches, plus d'isolement, de mise à l'isolement, enfin toute une série de mesures qui ont été prises par ce ministre extrêmement raciste et suprémaciste, comme j'ai déjà dit. Et puis là, depuis le 7 octobre, il y a un cran qui est passé, évidemment. Mais voilà, c'est à peu près la situation. Cette situation dans le milieu carcéral en Palestine. Vos travaux portent également, donc cette question carcérale, vous la maîtrisez. Il y a une autre question que vous traitez, et vos travaux portent aussi sur les engagements féminins, les féminismes, notamment islamiques, sur le genre en Jordanie, au Moyen-Orient et dans les sociétés arabes. Vous avez très certainement vu passer cette récente tribune publiée par Libération appelant à la reconnaissance d'un féminicide de masse le 7 octobre. Les signataires soutiennent que les femmes n'ont pas été tuées de la même façon que les autres et que ces crimes ont été dirigés contre elles en raison de leur sexe. Est-ce une analyse juste? Est-ce une analyse que vous partagez? Alors, je sais... Bon, écoutez, a priori, je dirais non. Maintenant, il y a beaucoup de flou finalement sur ce qui s'est réellement passé le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on a des éléments et puis il y en a qu'on n'a pas.
On ne sait pas exactement, on n'a pas tout ça. Donc, moi, je dis par rapport à ce qui nous a été montré, par rapport à ce qui commence à sortir aussi, je ne vois pas ça. La question des viols de masse ne paraît pas du tout prouvée, loin de là. Qu'il y ait eu peut-être un viol, c'est difficile à dire, mais en tout cas, une question de viol de masse n'est pas du tout prouvée, loin de là. Voilà, donc non, je ne vois pas, en tout cas, une intention genrée, et je dirais même peut-être, alors, au contraire, dans la suite des événements, pas dans le 7 octobre, comme je le dis, il y a beaucoup de flou, et c'est une question qui est très difficile à aborder, comme vous le savez, puisque bon, il y a certaines choses qui sont avérées fausses, d'autres qui sont avérées, d'autres qui sont encore à démontrer. Donc c'est pas du tout évident de naviguer dans tout ça. On a de la propagande des deux côtés, le Hamas ne reconnaissant quasiment pas d'exactions. Donc on voit bien, et côté israélien, il y a des exactions qui ont été avancées, qui n'ont pas été effectuées, comme cette histoire des bébés décapités, dont on a vu que c'était faux. Donc du coup, entre la propagande des uns et des autres, franchement, pour faire son chemin, c'est très compliqué. Donc je me prononcerai pas complètement là-dessus, mais en tout cas, je vois pas de dimension genrée évidente, d'après ce qu'on sait. Et dans la suite des événements, on voit bien que la dimension genrée joue plutôt en faveur, en fait, des femmes, puisque elles sont considérées comme devant être plus protégées que les hommes. On met toujours, je ne sais pas si vous avez vu, mais des deux côtés, les femmes et les enfants. Bon, alors moi, je veux bien que les femmes avec des enfants très jeunes soient mises avec les enfants, mais enfin bon, des femmes adultes, je vois pas en quoi elles auraient cette espèce de minorité de statut qui ferait qu'elles devraient être plus protégées que les autres. Hein. Personnellement, c'est bon. Donc, mais en tout cas, elles le sont. Elles le sont côté palestinien. Je veux dire, un des objectifs qui est toujours mis en avant pour les libérations de prisonniers, c'est les mineurs et les femmes d'abord. Donc il y a cette dimension, il faut sortir les femmes. Le Hamas, quand il a réussi à libérer 1027 prisonniers politiques en 2011 contre le soldat Gilad Shalit, on lui avait beaucoup reproché qu'il n'avait pas libéré toutes les femmes. Il était resté 9 femmes. Et ça lui était vraiment beaucoup reproché. Et côté israélien, aussi, là, on a cette volonté de sortir femmes et enfants. Bon, après, il faut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient dans très bas âge, avec leur mère, etc. Donc, ce qu'on comprend. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vois de la dimension genrée, pour le moment, je vois plutôt une dimension dans la phase suivante, hein, la phase de détention d'otages et dans les tractations, plutôt une discrimination positive, si on peut parler comme ça, dans un tel contexte où être prise en otage à Gaza, dans un tunnel, alors qu'il y a des bombardements avec un enfant de 2 ans, bon, on imagine que c'est traumatisant, évidemment. Oui. Alors, il y a un autre collectif de féministes qui a répondu à cette tribune par une autre publiée sur le site du média. Son nom, c'est « Propagande de guerre pro-israélienne. Notre féminisme ne se laissera pas enrôler ». On peut y lire ceci. L'obscène propagande de guerre qui soutient cette tribune fait sciemment l'impasse de toute contextualisation de la situation pour la réifier et in fine réitérer la vision d'un monde musulman barbare contre une population israélienne féminisée, ainsi lavée et blanchie de tout soupçon. Est-ce que vous voyez aussi dans cette tribune publié par Libé un discours sur le choc des civilisations? Oui, sans aucun doute. Et pour être tout à fait franche avec vous, je n'ai pas vu cette tribune-là. Moi, j'avais vu quelque chose qui était paru dans le Haaretz, qui était dans la même veine, en fait. Hein. Mais celle-là, je l'ai pas vue. Mais oui, évidemment. Et puis, oui, cette dimension civilisationnelle que tout le monde veut nous rabâche, alors que voilà, on est dans complètement autre chose. Et puis c'est aussi une manière d'en rajouter sur la question de ces exactions, cette barbarie, etc. Donc c'est une pierre de plus en fait qui est mise là. Et je trouve pas ça très responsable, à vrai dire, en fait, que d'aller là-dessus sans qu'il y ait d'éléments tangibles. Et finalement de marcher avec quelque chose qui ressemble à de la propagande et qui voilà, et qui ne fait que
rajouter de la confusion à quelque chose qui est déjà complexe, qui est déjà porteur de suffisamment de souffrance et de complexité pour ne pas aller là-dedans. Mais bon, enfin, il y a des gens qui de toute façon... et quelque part, c'est une position belliciste, guerrière, c'est-à-dire c'est être dans voilà, la guerre des propagandes et la guerre... voilà, alors que... peut-être qu'il serait plus sage de sortir en fait de cette dimension à la fois belliciste et militaire, cette hégémonie de la solution militaire qui est ce que préconisent les autorités israéliennes depuis 20 ans et qui ne fonctionne pas en fait. Donc à un moment donné, voilà, il y a une prise de responsabilité et je pense que les personnes qui signent cette tribune ou qui publient cette tribune aujourd'hui sans avoir suffisamment d'éléments, en tout cas aujourd'hui, voilà. Comme je vous dis, moi, je prends avec beaucoup de précautions tout ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Une enquête très intéressante d'un collègue de Mediapart, justement, expliquait à quel point, dans le milieu universitaire et de la recherche, c'était très compliqué de parler de cette question et qu'il y avait une véritable chasse aux sorcières qui était dirigée contre les chercheurs et les enseignants. Donc, je comprends les précautions que vous prenez. Peut-être pour conclure, comment vous entrevoyez la suite? Mon collègue rappelait que l'accord donc de trêve se prolonge donc jusqu'à demain, 1er décembre. L'horizon d'un cessez-le-feu s'éloigne, et cette perspective-là d'une paix prochaine. Pas juste par rapport à ce que vous disiez, par rapport à cette chasse aux sorcières supposée, je le dirais pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de débats dans le monde universitaire, et qui ferait cette chasse aux sorcières. Bon, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a eu des cas et il y a des choses en cours. Ça, Il y a eu une note quand même de la ministre. Oui, il y a eu une note de la ministre. Mais bon, finalement, vous voyez, il y a le top du top, et puis après, il y a toute une profession voilà, et des institutions qui ne suivent pas forcément. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a un souci sur ces questions. Mais en tout cas, les précautions que je prends, elles ne sont pas liées à ça. Elles sont liées au fait que en tant que chercheur, j'ai une méthodologie et que je ne vais pas aller m'exprimer sur des choses où j'estime qu'on n'a pas suffisamment d'éléments tangibles pour dire quelque chose de conséquent qui fasse sens et qui nous approche d'une analyse. Et voilà, enfin voilà, c'est mon métier en fait. Donc c'était assez difficile à expliquer effectivement à différents endroits parce que on attend de vous que vous positionnez en politique ou en je ne sais quoi et que vous condamniez, que vous faisiez ci ou ça, alors qu'en fait c'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'essayer de construire une histoire sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe et une analyse en fait. Donc en fait ces précautions, elles sont vraiment liées à ça. Oui. Et aussi, elles sont essentiellement liées à ça. Et par rapport à votre deuxième question, c'est-à-dire c'est quoi le futur, c'est ça? Oui, exactement, on peut le résumer comme ça. Alors bon, ça, c'est quand même très compliqué d'avancer sur ce chemin, mais on a vu que les trêves qui sont reconduites, en tout cas jusque-là, on ne sait pas si ça va continuer, permettent d'entrer dans un mode de négociation. Donc à la fois négociation de sortie d'otages et de prisonniers, et puis de négociation politique au final. Donc on peut se dire que, et puis surtout permettre aussi de soulager un peu les habitants de Gaza. Enfin, depuis longtemps, on demande un cessez-le-feu, en tout cas, et là pour le coup... Enfin voilà, je pense qu'il est fondamental de demander un cessez-le-feu, puisqu'on ne peut pas... résoudre un conflit en tuant 15 000 civils. Voilà, là, on sort du cadre du droit international largement. On est sur crime contre l'humanité, voire génocide. Donc ça, c'est les juristes qui en débattront, mais on est quand même quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement violent. Donc là, ça permet aussi d'avoir un cessez-le-feu momentané. Ça permet à la population de souffler un peu, d'avoir de l'aide humanitaire qui rentre, etc. Puisque bon, on est aussi dans des conditions très complexes. Donc voilà. Mais après, moi, je pense que c'est un chemin pour avancer vers une solution politique. Mais Benjamin Netanyahou répète qu'il veut reprendre la guerre. Donc après, je pense que les États-Unis sont quand même maintenant plutôt sur une ligne à essayer de le freiner. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, puisqu'en fait, ils ont dans leurs mains des outils financiers, des outils d'assistance militaire. Et pour l'instant, pour faire pression, et pour l'instant, j'ai
pas l'impression qu'ils les utilisent. Donc voilà, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Voilà, j'ose espérer que ça puisse avancer vers des trêves et que, comme je le disais, il puisse avoir une prise de conscience, si ce n'est par Benyamin Netanyahou, c'est sûr que non, mais par la communauté internationale, de la nécessité, pour le coup, de peser de tout son poids pour reprendre la question des négociations politiques. Merci beaucoup Stéphanie Laté-Abdella d'être venue sur notre plateau. Merci pour ces précieuses clés de compréhension et d'analyse. Je rappelle que vous êtes historienne et anthropologue du politique, directrice de recherche au CNRS, et vous êtes l'auteur de La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, publiée aux éditions Bayard. Et merci également à vous de nous avoir regardés. Toujours debout, c'est terminé pour ce soir. D'ici là, ne zappez pas, nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez sur le flux 24/7 de YouTube ou bien sur le canal 350 de la Freebox. Malgré le conventionnement de l'Arcom, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Pour avoir un canal, signer la pétition contre l'accaparement. Contre cet accaparement, c'est sur change.org. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr, avec tous nos contenus disponibles gratuitement. Nous avons d'ailleurs dépassé les 1 million d'abonnés. Merci infiniment. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Alors offrez-vous à partir de 5 € par mois un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Belle soirée sur le média.